J'ai aidé mon grand-père à transformer un camion-restaurant en un établissement qui réalisait près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Quand il est décédé, on a confié les clés à mon frère qui n'avait jamais fait un seul service. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement retiré mon tablier et je suis parti. Un mois plus tard, mon frère m'appelait en me suppliant. Je m'appelle Antoine. J'ai 29 ans. Et si vous m'aviez dit il y a un an que je serais assis ici à raconter cette histoire, j'aurais probablement ri avant de retourner préparer mes 50 kilos de poitrine de bœuf. C'était ma vie. C'était tout mon univers, en fait. Une cuisine, un grill, et une odeur de fumée si imprégnée dans mes vêtements que mon coiffeur m'a demandé un jour si je vivais à l'intérieur d'un fumoir. En somme, la réponse était oui. Laissez-moi revenir en arrière. Mon grand-père, Henri, était le genre d'homme qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il est arrivé du Mexique à 19 ans avec une quarantaine d'euros, une recette de birria qui pouvait émouvoir n'importe qui, et le genre d'obstination qui soit vous permet de bâtir des empires, soit vous mène ailleurs. Dans son cas, cela a bâti un camion de restauration. Une petite boîte en acier sur roue qu'il garait devant une usine au sud de Lyon à partir de 1983. Il l'avait appelé Fuego, ce qui signifie feu, et c'était exactement ce qu'était sa cuisine. Ce type pouvait prendre un morceau de viande modeste et le transformer en quelque chose qui semblait digne d'une table raffinée. J'ai grandi dans ce camion. Pas au sens figuré. Je veux dire, j'ai littéralement passé mon enfance assis sur un seau renversé dans une boîte en acier d'1 mètre sur 2, à regarder mon grand-père retourner des tortillas de maïs sur une plaque chauffante pendant que la sueur perlait sur son nez. Mes parents, que Dieu les bénisse, étaient de bonnes personnes, mais ils travaillaient sans cesse. Mon père était chauffeur routier. Ma mère nettoyait des bureaux. Il me déposait chez grand-père Henri à 5 heures du matin et me récupérait à 15 heures. Et entre-temps, j'ai tout appris. Comment aiguiser un couteau? Comment savoir quand l'huile est prête au son qu'elle fait? Comment parler à un client pour qu'il revienne le lendemain? À 12 ans, je pouvais gérer ce camion tout seul. À 15 ans, Henri m'a dit que j'étais meilleur que lui, ce qui était un mensonge, mais le genre de mensonge qui vous fait vous tenir plus droit. Voici le truc à propos de mon frère, Clément. Il a 2 ans de plus que moi. En grandissant, il ne voulait absolument rien avoir à faire avec le camion, la cuisine, ou tout ce qui demandait un véritable effort. Clément était ce que mon grand-père appelait poliment un rêveur, et ce que ma grand-mère, que son âme repose en paix, appelait moins poliment un paresseux. C'était l'enfant chéri, cependant. Ma mère l'adorait. Il avait ce charme facile. Cette façon d'entrer dans une pièce et de donner à tout le monde l'impression qu'ils allaient passer un bon moment. J'étais le silencieux. Celui avec les mains calleuses et les brûlures de graisse, et un plissement des yeux permanent à force de me tenir au-dessus d'un grill depuis avant même de savoir conduire. Je n'en voulais pas à Clément pour ça. Pas vraiment. Les gens sont ce qu'ils sont. Il est parti à l'université, a changé de spécialité 4 fois, a abandonné, a déménagé à Paris, a essayé d'être disque jockey, a essayé d'être agent immobilier, a essayé de lancer une marque de vêtements qui a duré exactement 2 mois, puis est revenu à la maison à 25 ans parce que, et je cite, il avait besoin de se trouver. Apparemment, se trouver coûte environ 700 € par mois dans la chambre d'amis de ses parents. Pendant ce temps, je travaillais tous les jours. Quand j'avais 20 ans, grand-père Henri m'a fait asseoir dans le camion après un service de 14 heures et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, Antoine, ce camion a été bon pour moi, mais je veux des murs. Je veux des tables. Je veux une enseigne qui s'allume la nuit. Et je veux que tu m'aides à le construire. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. Les 3 années suivantes ont été les plus difficiles de ma vie, et je n'en échangerai pas un seul jour. Nous avons raclé chaque centime. Je travaillais au camion le jour et comme serveur dans une brasserie la nuit. Henri a encaissé sa retraite, ce qui n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. Nous avons trouvé un local, un vieil immeuble délabré dans un centre commercial qui était autrefois un salon de beauté. Les sols étaient fichus. La plomberie était un cauchemar. Et la première fois que nous avons allumé la hotte, une famille de rats est tombée du conduit. Je ne plaisante pas. 4 rats. Henri m'a regardé et a dit, au moins, ils ont bon goût. Ils ont choisi la cuisine. Nous avons construit ce restaurant de nos propres mains.
Je parle de week-end avec des masses, de nuits à genoux à poser du carrelage, de disputes sur les couleurs de peinture si vives que ma grand-mère a dû servir de médiatrice par haut-parleur depuis son salon. Nous avons ouvert le restaurant Fuego un mardi de mars, et je me souviens être resté dehors à regarder l'enseigne. Cette magnifique enseigne peinte à la main que l'ami d'Henri, Thierry, avait faite pour nous, et j'ai pleuré. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré à chaudes larmes sur le parking d'un centre commercial à 7 heures du matin. La première année a été brutale. Nous avons à peine atteint l'équilibre. Je travaillais 80 heures par semaine, dormant sur un lit de camp dans l'arrière-boutique, mangeant les erreurs pour le dîner. Mais Henri répétait sans cesse la même chose. La cuisine ne ment pas, Mijo. Si la cuisine est honnête, les gens viendront. Et il avait raison. Lentement, puis d'un seul coup, les gens sont venus. Un blogueur culinaire local a écrit sur nous. Puis un journal. Puis une chaîne de télévision. En 2 ans, Fuego avait 45 minutes d'attente le week-end, et nous générions des revenus que je n'aurais jamais cru possible. Nous nous sommes agrandis, avons ajouté une terrasse, embauché du vrai personnel. À la 5e année, Fuego réalisait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. 2 millions d'euros à partir d'un camion de restauration. D'un homme qui est venu ici avec une quarantaine d'euros et une recette de birria. J'étais le chef de cuisine. J'étais le directeur des opérations. J'étais le gars qui réparait la friteuse à minuit et celui qui négociait avec les fournisseurs à 6 heures du matin. Henri était le cœur, mais j'étais le moteur. Tout le monde le savait. Le personnel le savait. Les habitués le savaient. Henri le savait. Clément, pendant tout ce temps, se montrait peut-être 2 fois par an pour un repas gratuit. Il s'asseyait au bar, mangeait une assiette de carnita, disait à tout le monde qu'il était le petit-fils d'Henri comme si c'était un exploit, puis disparaissait pour 6 autres mois. Il n'a jamais lavé une assiette. Jamais préparé un seul oignon. Ne s'est jamais pointé à 4 heures du matin quand le réfrigérateur chambre est tombé en panne et que nous avons dû transférer pour 1800 euros de viande dans une camionnette de location sous la pluie. C'était moi. C'était toujours moi. Puis, il y a 8 mois, grand-père Henri est tombé malade. Cancer du pancréas. Rapide et cruel, comme ce monstre l'est toujours. En 11 semaines, il est passé de l'homme le plus fort que je connaissais à un lit d'hôpital. Je gérais le restaurant le jour et m'asseyais avec lui la nuit. Je lui tenais la main quand il ne pouvait plus parler. Je lui parlais des plats du jour et de la nouvelle recette de sauce piquante sur laquelle je travaillais parce que je ne savais pas quoi dire d'autre, et parce que je pense qu'il pouvait encore m'entendre. Il est décédé un mercredi. J'ai fermé le restaurant pendant une semaine. Et puis je suis allé à la lecture du testament chez le notaire. Maintenant, je dois vous dire quelque chose sur ma famille avant de parler du testament, car c'est important. Mes parents nous aimaient tous les deux, mais ils avaient une indulgence pour Clément de la taille de la région. Chaque fois que Clément échouait à quelque chose, c'était parce que le monde ne l'appréciait pas. Chaque fois que je réussissais, c'était attendu. Antoine est le fiable. Antoine trouvera une solution. Antoine n'a pas besoin d'encouragement parce qu'Antoine fait juste les choses. Vous savez ce que ça fait à un gamin pendant plus de 20 ans. Ça vous rend très doué pour faire les choses et très mauvais pour demander quoi que ce soit en retour. Ma mère, Josiane, n'est pas une mauvaise personne. Je veux être clair là-dessus. Mais elle avait cette manie de parler du potentiel de Clément comme si c'était une monnaie. Clément a tellement de potentiel. Clément a juste besoin de la bonne opportunité. Pendant ce temps, j'avais un vrai restaurant qui rapportait 2 millions d'euros par an et elle disait, c'est bien. Chérie, as-tu parlé à ton frère récemment? Il a le moral à 0. Je pensais que le testament serait simple. Henri et moi en avions parlé. Pas en termes juridiques spécifiques, mais de la manière dont on parle de l'avenir quand on est plongé jusqu'au coude dans une liste de préparation à minuit. Il m'a dit que Fuego était à nous. Il a dit que je l'avais mérité. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, cet endroit est à toi, Mijo. Ne laisse jamais personne te le prendre. Alors imaginez ma tête quand le notaire a lu le testament et qu'Henri avait laissé le restaurant, toute l'entreprise, partagée à parts égales entre Clément et moi. 50-50. Partenaires égaux. Le gars qui l'a construit de ses propres mains et le gars qui ne trouverait pas la cuisine avec une carte et une lampe de poche. Mais ce n'est même pas ça qui m'a brisé. C'est arrivé 3 jours plus tard.
3 jours après la lecture du testament, ma mère a convoqué une réunion de famille chez mes parents. Je suis entré en m'attendant à de la peine, peut-être des larmes, peut-être une conversation sur la façon dont nous allions tous honorer la mémoire d'Henri. Ce que j'ai eu, c'est une situation conflictuelle. Clément était assis à la table de la cuisine avec une expression que je ne peux décrire que comme une sincérité répétée. Ma mère était à côté de lui, et mon père s'appuyait contre le comptoir les bras croisés, ce qui est son signal universel pour « je ne veux pas être ici, mais ta mère m'a forcé ». Ma tante Rosalie était là aussi, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme car Rosalie ne se montre que quand il y a du drame ou de la nourriture gratuite, et je ne voyais aucun plat. Ma mère a commencé à parler avant même que je ne m'assoie. Elle a dit, « Antoine, nous avons réfléchi au testament de grand-père, et nous pensons que la chose la plus juste serait que Clément reprenne la direction du restaurant. » J'ai ri, en fait. Pas un petit rire poli. Un rire plein d'incrédulité. Le genre qui sort de votre corps avant que votre cerveau ne puisse l'arrêter. J'ai dit, « Pardon, quoi ?» Ma mère a continué comme si je n'avais pas parlé. Elle a dit que Clément avait besoin de cette opportunité. Qu'il avait des difficultés, et que cela pourrait être la chose qui lui donnerait enfin une direction. Elle a dit qu'Henri aurait voulu que la famille se rassemble, et que Clément méritait une chance de faire ses preuves. Elle a vraiment utilisé le mot « mériter ». Je veux que vous y réfléchissiez une seconde. L'homme qui n'avait jamais haché un seul oignon méritait de diriger un restaurant de 2 millions d'euros. J'ai regardé Clément et j'ai dit, « Sais-tu au moins quel est notre pourcentage de coût des aliments ?» Il m'a regardé comme si je lui avais demandé d'expliquer la physique quantique en mandarin. Il a dit, « Je peux apprendre. J'apprends vite. » Un apprenant rapide. C'est un homme qui a mis 6 mois à apprendre à utiliser une cafetière à piston. Je l'ai vu se battre avec une cafetière à piston, les gens. Elle n'a qu'une seule pièce mobile. On la pousse vers le bas. J'ai essayé de rester calme. Vraiment. J'ai dit, « Écoutez, je dirige ce restaurant depuis des années. Je connais chaque fournisseur, chaque recette, chaque planning d'employés. Henri et moi avons construit ça à partir de rien. Vous ne pouvez pas simplement donner les clés à quelqu'un qui n'a même jamais fait un service. Ça ne marche pas comme ça. » C'est là que Rosalie est intervenue, bien sûr. Elle a dit, « Antoine, tu es égoïste. Ton grand-père a laissé ça à vous deux à parts égales. Clément a tout autant le droit d'être impliqué que toi. » Impliqué. Il y a une différence entre être impliqué et être aux commandes. J'aurais été d'accord pour que Clément soit impliqué. Qu'il vienne, apprenne le métier, travaille en cuisine, comprenne ce que ça demande. Mais ce n'est pas ce qu'il proposait. Il voulait qu'il soit le visage, le décideur, celui qui a le titre. Et il voulait que je continue à faire ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire tout le travail réel. Je me suis tourné vers mon père. C'était la seule personne qui, je pensais, pourrait me soutenir. Vincent est un homme pratique. Il comprend le travail acharné. Il m'a regardé, et j'ai pu voir dans ses yeux qu'il savait que c'était mal. Mais ensuite, ma mère a posé sa main sur son bras, et il a baissé les yeux et a dit, « Peut-être, donne juste une chance à ton frère, Antoine. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est fissuré en moi. Pas brisé, fissuré. Comme un pare-brise qui prend un caillou de plus et soudain, on peut voir les lignes de fracture se propager dans toutes les directions. J'ai dit, « D'accord. Je vais y réfléchir. » Et je suis parti. La semaine suivante, j'ai essayé de maintenir une routine normale au restaurant, mais Clément a commencé à se montrer. Pas pour travailler, pour observer, disait-il. Il se promenait dans la cuisine les mains dans les poches en posant des questions comme « Alors, combien de temps faut-il pour cuire un steak ?» Il a demandé une fois à mon sous-chef Émile pourquoi nous n'achetions pas simplement des tortillas toutes prêtes pour gagner du temps. Émile m'a regardé comme s'il regardait un documentaire animalier sur un animal qui n'aurait pas dû survivre à la sélection naturelle. Clément a aussi commencé à faire des suggestions. Il pensait que nous devrions ajouter de la musique live le week-end. Il voulait revoir le menu avec ce qu'il appelait une esthétique moderne, ce qui signifiait apparemment mettre tout en minuscule et ajouter le mot artisanal devant des plats qui étaient sur notre menu depuis 20 ans. Il a suggéré que nous lancions un compte sur les réseaux sociaux où il se filmerait en train de goûter des plats, ce qui, j'en suis sûr, aurait été un contenu fascinant étant donné que l'opinion culinaire la plus sophistiquée de cet homme était que le ketchup était un condiment polyvalent.
Mais le véritable point de rupture est survenu un jeudi soir. Nous étions débordés. Salle comble, 40 minutes d'attente. La cuisine fonctionnait comme une machine, car c'est ce que j'avais construit. J'étais en poste, annonçant les commandes, faisant tourner toute la boutique. Et Clément est entré avec 3 de ses amis, a évité la file d'attente, s'est installé à une table réservée à un habitué, et a dit au serveur de le mettre sur l'addition de la maison. Je l'ai su quand Valérie, notre responsable de salle, est venue me voir avec l'air d'être sur le point de craquer. Elle a dit, « Ton frère vient d'offrir une table à 180 € et a dit au personnel qu'il est le nouveau propriétaire. » J'ai posé mes pinces. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Je suis sorti dans la salle, et je me suis tenu devant la table de Clément pendant que ses amis étaient en train de manger des plats à 50 € que j'avais cuisinés avec des recettes que mon grand-père m'avait apprises dans un restaurant pour lequel j'avais versé mon sang. J'ai dit, « Clément, je peux te parler dehors. » Il a souri et a dit, « Ça peut attendre, frangin. On est en plein dîner. » J'ai dit, « Non, ça ne peut pas attendre. » Nous sommes sortis et je lui ai dit, très calmement, qu'il ne pouvait pas offrir de table, qu'il ne pouvait pas éviter la file d'attente, et qu'il ne pouvait pas dire au personnel qu'il était le nouveau propriétaire parce qu'il ne l'était pas. Il était copropriétaire sur le papier et n'avait jamais fait un seul service. Tout le comportement de Clément a changé. Le charme décontracté a disparu, et en dessous se trouvait quelque chose que j'avais déjà vu, mais jamais dirigé contre moi. Du ressentiment. Il a dit, le testament dit 50-50, Antoine. Ça veut dire que j'ai autant mon mot à dire que toi. Et honnêtement, je pense que cet endroit pourrait utiliser un peu d'énergie nouvelle. Tu le gères de la même manière que grand-père, et c'est super, mais peut-être qu'il est temps de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Il voulait quelque chose de nouveau. J'avais passé 9 ans de ma vie à construire quelque chose d'extraordinaire, et il voulait débarquer et ajouter de la musique live. Je suis retourné à l'intérieur. J'ai terminé le service. J'ai fermé le restaurant à minuit, j'ai nettoyé la cuisine moi-même parce que c'est ce que je faisais toujours, et je me suis assis dans le vieux fauteuil de bureau d'Henri, celui avec le ruban adhésif sur la coudoir parce qu'il n'a jamais voulu le remplacer. Je suis resté assis là, et j'ai pensé à ce que mon grand-père m'avait dit. Cet endroit est à toi, Mijo. Ne laisse jamais personne te le prendre. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Elle a dit que Clément lui avait raconté que j'étais hostile et territorial. Elle a dit que je devais être plus accueillant. Elle a dit, et c'est une citation directe, c'est ton frère, Antoine. La famille passe avant tout. La famille passe avant tout. Où était cette énergie quand j'avais 16 ans et que je manquais ma propre fête d'anniversaire parce que le camion avait une commande de traiteur? Où était cette énergie quand j'avais 23 ans et que je dormais sur un lit de camp dans l'arrière-boutique parce que nous ne pouvions pas nous permettre de fermer pour des rénovations? Où était la famille passe avant tout quand Clément était à Paris en train de jouer les disques jockeys pendant que j'étais à Lyon en train de construire un héritage? J'ai appelé notre avocate d'affaires, une femme brillante nommée Solène qui s'occupait de nos contrats depuis des années. Je lui ai posé une seule question. Si je m'en vais, que se passe-t-il? Elle a dit, légalement, vous pouvez vous retirer des opérations à tout moment. Vous êtes copropriétaire, pas un esclave. Votre participation reste. Mais sans vous, le fonctionnement quotidien de ce restaurant devrait être géré par votre copropriétaire ou un remplaçant embauché. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Et puis j'ai fait la chose la plus difficile de ma vie. Je suis entré chez Fuego le lendemain matin, j'ai retiré mon tablier, je l'ai plié soigneusement sur le poste de préparation, et j'ai dit à Émile qu'il était responsable jusqu'à nouvel ordre. Il m'a regardé comme si je venais de lui annoncer que le bâtiment était en feu. J'ai dit, je suis désolé, mon frère. Je dois y aller. Je n'ai dit au revoir à personne d'autre. Je n'ai pas fait d'annonce. Je suis juste parti. Le silence dans ma voiture était assourdissant. La première semaine après avoir quitté Fuego a été la pire semaine de ma vie, et j'inclus la semaine où mon grand-père est mort. Au moins, quand Henri est décédé, j'avais un but. J'avais le restaurant. J'avais quelque chose dans lequel me plonger. Maintenant, je n'avais rien d'autre qu'un bail pour un 2 pièces, un compte en banque respectable mais pas exactement de quoi prendre ma retraite à 29 ans, et un téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer avec des messages que je refusais de lire. Ma mère a appelé 14 fois le premier jour. Je le sais parce que j'ai compté. Clément a appelé 2 fois,
ce qui était honnêtement plus d'efforts qu'il n'en avait fourni pour quoi que ce soit depuis des années. Mon père a envoyé un seul texto qui disait « Appelle ta mère ». Du Vincent tout craché. Un homme de peu de mots, dont aucun n'est utile. Je n'ai appelé personne. Je suis resté assis sur mon canapé, j'ai mangé des céréales pour le dîner 3 soirs de suite, et j'ai fixé le plafond comme s'il me devait une explication. Je ne vais pas prétendre que j'ai géré ça avec grâce. J'étais anéanti. J'avais passé toute ma vie d'adulte dans cette cuisine, et maintenant le silence était si fort que j'avais l'impression que mes oreilles bourdonnaient. Je me réveillais à 4 heures du matin par habitude, je me tenais dans ma cuisine, et je réalisais que je n'avais nulle part où aller. Vers le 4e jour, mon ami Damien s'est pointé à ma porte avec un pack de 6 bières et un sac de tacos d'un endroit qui n'était pas Fuego, ce que j'ai apprécié car la dernière chose dont j'avais besoin était de noyer mon chagrin dans des tortillas. Damien est le genre d'ami que tout le monde a besoin, mais que personne ne mérite. Il est électricien, bâti comme un réfrigérateur, et a l'intelligence émotionnelle d'un thérapeute piégé dans le corps d'un gars qui regarde trop de football. Il s'est assis sur mon canapé, m'a tendu une bière et a dit « Bon, raconte-moi tout ». Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du testament, de la réunion de famille, de la proposition de soirée musique de Clément, de la table offerte, de tout. Damien a écouté sans m'interrompre, ce qui est rare pour lui. Et quand j'ai eu fini, il a dit « Alors, c'est quoi le plan ?» J'ai dit que je n'en avais pas. Il a dit « C'est le premier problème ». Il avait raison. J'avais été tellement consumé par la blessure que je n'avais pas pensé à la suite. Toute mon identité était liée à ce restaurant. J'étais le chef de cuisine de Fuego. J'étais le petit-fils d'Henri qui a construit le rêve. Enlever ça, et qui étais-je? Un type qui était vraiment bon pour couper des oignons en dés et qui avait des callosités permanentes sur la main du couteau. Mais voici ce que Damien a dit qui a vraiment changé les choses. Il a dit, Antoine, tu n'as pas construit ce restaurant à cause du bâtiment. Tu l'as construit à cause de ce qu'il y a dans ta tête et dans tes mains. Ça ne disparaît pas parce que ton frère est un idiot. Quelque chose là-dedans a fait tilt. Pas immédiatement. Ce n'était pas un moment de cinéma où une musique inspirante se met à jouer et je bondis du canapé avec une expression prête pour un montage. C'était plus comme un lent dégel. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à réfléchir. Pas à Fuego, à moi. J'ai commencé petit. J'ai cuisiné. Pas pour un restaurant, juste pour moi. Je suis allé au marché des producteurs le samedi matin, quelque chose que je n'avais jamais fait car les samedis matins étaient toujours passés chez Fuego à préparer le rush du week-end. J'ai acheté des ingrédients avec lesquels je n'avais jamais eu le temps d'expérimenter. Des trucs que j'avais toujours voulu essayer, mais que je ne pouvais pas parce que le menu de Fuego était fixe et que nos clients s'attendaient à de la constance. J'ai fait un taco fusion coréen-mexicain qui était si bon que j'ai dit waouh à voix haute dans ma propre cuisine comme un fou. J'ai fait un barbacoa d'agneau fumé qui aurait fait pleurer Henri. J'ai commencé à poster ce que je cuisinais sur les réseaux sociaux. Rien de sophistiqué, juste des photos sur mon téléphone avec des légendes comme « Expérience du mardi soir »,« Poitrine de porc fumée avec glaçage mangue habanero ». Et les gens ont réagi. Pas seulement des amis, des inconnus, d'anciens clients de Fuego qui reconnaissaient mon nom, des blogueurs culinaires. En 2 semaines, j'avais 3000 abonnés et un message privé d'une femme nommée Béatrice qui gérait un espace de location de cuisine commerciale me demandant si j'avais déjà envisagé de faire des dîners éphémères. Je ne l'avais pas fait, mais soudainement, j'y pensais. J'ai organisé mon premier dîner éphémère 3 semaines après avoir quitté Fuego. 20 couverts, 50 € par personne, menu dégustation en 7 services qui présentait tout ce que j'avais expérimenté plus quelques classiques d'Henri réinventés. J'en ai fait la promotion sur les réseaux sociaux, et tout a été vendu en 4 heures. 4 heures. J'ai failli laisser tomber mon téléphone quand le dernier billet a été vendu. Le dîner lui-même était électrique. J'ai cuisiné dans une cuisine louée avec des assiettes empruntées sur une liste de lecture que Damien avait préparée, ce qui signifiait 70% de musique rap des années 90 et 30% de musique contestable, mais d'une manière ou d'une autre, ça fonctionnait. La nourriture était la meilleure que j'ai jamais faite. Et les gens, oh là là, les gens ont adoré. Il y a une différence entre cuisiner pour un restaurant plein d'inconnus et cuisiner pour 20 personnes qui sont là spécifiquement parce qu'elles veulent manger ce que vous avez fait. L'énergie est différente. C'est intime. C'est personnel.
Une femme à la table 3 a pleuré en goûtant ma birria et elle m'a dit que ça lui rappelait la cuisine de sa grand-mère. J'ai dû aller me tenir dans la chambre froide pendant 1 minute après ça parce que je ne pleure pas devant les clients. C'est une règle. Pendant ce temps, j'entendais des choses sur Fuego par le bouche à oreille. Émile, mon ancien sous-chef, m'envoyait des mises à jour qui ressemblaient à des dépêches d'une zone de guerre. Clément avait viré 2 serveurs la première semaine pour des raisons que personne ne pouvait expliquer. Il avait changé le menu sans consulter personne, ajoutant des plats que la cuisine n'était pas équipée pour gérer. Il a essayé de renégocier le contrat du fournisseur de viande et a fini par payer 12% de plus que ce que j'avais négocié. Il avait aussi, et c'est la partie qui m'a fait physiquement mal d'entendre, il avait enlevé l'enseigne peinte à la main d'Henri et l'avait remplacée par une enseigne au néon qui disait Fuego Express. Fuego Express, comme si c'était une application de livraison de nourriture et non un restaurant qu'un homme a construit de ses propres mains. Les avis en ligne ont commencé à arriver. 1 étoile. Cet endroit était incroyable avant. Que s'est-il passé? 2 étoiles. Attendu 1 heure, la nourriture était froide, impossible de trouver un responsable. 1 étoile. La poitrine de bœuf avait le goût d'avoir été cuite par quelqu'un qui n'avait jamais vu de poitrine de bœuf auparavant. Je déteste le dire, mais je n'étais pas surpris. Clément ne connaissait rien à la gestion d'une cuisine et le charme ne vous mène pas loin quand la nourriture est mauvaise et le service encore pire. Mon deuxième dîner éphémère s'est vendu en 90 minutes. J'ai augmenté le prix à 75 € par personne et ajouté 10 couverts de plus. Je recevais des appels de journalistes culinaires. Un type nommé Sylvain, qui dirigeait un groupe d'investissement dans la restauration, est venu à mon 3e dîner éphémère et m'a tendu sa carte après. Il a dit, quoi que vous fassiez ensuite, je veux en faire partie. Je n'étais pas encore prêt à penser à la suite. J'étais encore en train de digérer, de faire mon deuil, honnêtement. Pas seulement d'Henri, mais de la perte de ce que nous avions construit ensemble. Même si je créais quelque chose de nouveau et d'excitant, il y avait cette douleur sous-jacente qui ne disparaissait jamais complètement. J'étais en train de dresser un plat et j'allais chercher une épice en pensant, Henri aurait ajouté plus de cumin. Et puis je devais cligner des yeux plusieurs fois et continuer. Mais voici ce que j'ai réalisé pendant ces semaines. Je n'étais pas un restaurant. Le restaurant était une expression de moi, mais ce n'était pas tout moi. Il y avait plus. Il y avait toujours plus. Henri le savait. Il ne m'a pas seulement appris des recettes. Il m'a appris à m'adapter, à être têtu sur la qualité, mais flexible sur tout le reste, à transformer un revers en une opportunité. À la fin du 2e mois, j'avais une liste d'attente pour mes dîners éphémères de plus de 200 personnes. J'avais fait l'objet d'un article dans Le Progrès et un magazine culinaire régional. Sylvain, du groupe d'investissement, m'avait invité à déjeuner 2 fois et m'avait proposé d'ouvrir mon propre établissement. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Fuego, j'avais l'impression de pouvoir respirer. C'est à ce moment-là que Clément a appelé. J'ai laissé l'appel de Clément aller sur la messagerie vocale, non pas par mesquinerie, même si j'admets qu'une petite partie profondément humaine de moi a apprécié de voir l'écran s'allumer et de choisir de ne pas répondre. Je l'ai laissé sonner parce que je n'étais pas prêt. Je devais être stratégique, pas émotif. Henri me l'avait appris. On n'ouvre pas le four toutes les 5 minutes pour vérifier la poitrine de bœuf. On fait confiance au processus et on attend que le moment soit venu. Le message vocal était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Salut Antoine, c'est moi. Écoute, les choses sont un peu compliquées ici et j'espérais qu'on pourrait parler. Rien de grave, juste quelques trucs pour lesquels j'ai besoin de ton aide. Rappelle-moi quand tu auras un moment. D'accord. À bientôt. Rien de grave. L'homme regardait un restaurant de 2 millions d'euros partir en fumée et ce n'était rien de grave. C'est Clément en un mot. La maison pourrait littéralement être en feu et il décrirait la situation comme un peu chaud ici. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai appelé Solène, notre avocate d'affaires. Je lui ai tout raconté. Elle en avait déjà entendu parler par le bouche à oreille car Solène était connectée à tout le monde dans le milieu de la restauration de Lyon. Elle m'a dit que d'un point de vue juridique, ma participation de 50% me donnait toujours droit à la moitié de la valeur de l'entreprise, mais que si Clément la menait activement à la ruine, cette valeur chutait de jour en jour. Elle a dit, Antoine, tu dois décider ce que tu veux. Veux-tu y retourner et le sauver? Veux-tu vendre ta part?
Ou veux-tu attendre qu'il s'épuise et tout racheter quand ça ne vaudra plus rien? Je lui ai dit que je devais réfléchir. Et j'ai réfléchi. J'y ai pensé constamment. J'y ai pensé en développant de nouvelles recettes. J'y ai pensé en cherchant des emplacements avec Sylvain. J'y ai pensé pendant que Damien et moi étions assis sur mon balcon à boire des bières et à regarder le soleil se coucher sur une ville qui semblait soudain pleine de possibilités. Voici ce sur quoi j'ai atterri. Je ne voulais pas sauver Fuego dans sa forme actuelle. Cette version de Fuego était en train de mourir et honnêtement, elle avait commencé à mourir au moment où Henri est tombé malade. Ce que je voulais, c'était honorer ce qu'Henri avait construit tout en construisant quelque chose qui était à moi. Et la façon de faire les deux devenait plus claire chaque jour. Sylvain et moi avions discuté sérieusement. Ils dirigeaient un groupe d'investissement dans la restauration appelé Cornerstone et ils avaient financé 3 restaurants à succès dans la région au cours des 5 dernières années. Il était venu à 4 de mes dîners éphémères à ce stade et il n'était pas subtil quant à son intérêt. Lors d'un déjeuner dans un endroit calme du centre de Lyon, il m'a tout exposé. Il a dit, Antoine, je fournirai le capital pour un restaurant complet. Ton concept, ton menu, ton nom. Nous le structurerons de manière à ce que tu conserves le contrôle créatif et l'autorité opérationnelle majoritaire. Je veux investir en toi, pas seulement dans un restaurant. Le chiffre qu'il a avancé m'a fait m'étouffer avec mon café. Il parlait d'un investissement à 7 chiffres. Un aménagement en bonne et due forme, un emplacement de premier choix, tout le tout team. Ce n'était plus un dîner éphémère dans une cuisine louée. C'était du sérieux. Mais j'avais une complication et cette complication était toujours légalement attachée à moi par un testament et une participation de 50% dans un navire en perdition. J'ai parlé à Sylvain de la situation de Fuego. Il n'a pas sourcillé. Il a dit, règle ça. J'attendrai, mais n'attends pas trop longtemps car des opportunités comme celle-ci ont des dates d'expiration. Alors j'ai fait un plan. La première étape était de comprendre exactement à quel point les choses allaient mal chez Fuego. Émile m'avait tenu au courant, mais j'avais besoin de chiffres concrets. J'ai appelé Valérie, la responsable de salle, qui était toujours là par loyauté envers la mémoire d'Henri, mais qui était, selon ses propres mots, à une soirée musique près de démissionner. Elle m'a fait le topo. Le chiffre d'affaires avait baissé de 38% en 2 mois. 3 membres clés du personnel avaient démissionné. Le score de l'inspection sanitaire était passé de 96 à 81 parce que Clément avait négligé l'entretien. Le fournisseur de viande menaçait de les passer au paiement à la livraison parce que Clément avait manqué de paiement. 38% en 2 mois. Il avait fallu des années à Henri et moi pour construire ce chiffre d'affaires et Clément en avait brûlé plus d'un tiers en 8 semaines. J'avais la nausée, mais je ressentais aussi autre chose. De la clarté. La deuxième étape consistait à mettre de l'ordre dans mes affaires juridiques. J'ai rencontré Solène et lui ai exposé ce que je voulais. Je voulais racheter les 50% de Clément de Fuego à une juste valeur marchande qui reflétait son état actuel, pas son état de pointe. Solène a haussé un sourcil et a souri. Elle a dit, tu veux dire que tu veux l'acheter à un prix réduit parce que ton frère a fait couler l'affaire. J'ai dit, je veux l'acheter à un prix qui reflète la réalité. Elle a dit, c'est la même chose et j'aime ça. Elle a rédigé une proposition. Sur la base de la baisse des revenus, du personnel perdu, de la réputation endommagée et de l'entretien différé, la valorisation actuelle de Fuego était nettement inférieure à ce qu'elle était quand Henri était en vie. Solène a estimé que la part de 50% de Clément valait environ un tiers de ce qu'elle aurait valu 6 mois plus tôt. Elle a préparé une offre de rachat qui était juste, mais ferme. La troisième étape était celle qui exigeait de la patience, ce qui n'est pas ma plus grande qualité. J'avais besoin que Clément vienne à moi. J'avais besoin qu'il soit celui qui demande de l'aide, pas l'inverse. Parce que si j'allais le voir en premier, ma famille présenterait ça comme Antoine étant agressif, Antoine étant territorial, Antoine essayant de pousser son frère dehors. Mais si Clément venait à moi, cela changeait toute la dynamique. Alors j'ai attendu et je n'ai pas eu à attendre longtemps. Clément a rappelé 4 jours plus tard. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était différente. L'assurance facile avait disparu, remplacée par quelque chose de tendu et de forcé. Il a dit, Antoine, j'ai besoin de te parler. On peut se voir. J'ai dit, bien sûr. Choisis l'endroit. Il voulait se rencontrer à Fuego, ce que j'ai trouvé soit audacieux, soit inconscient. Probablement les deux. J'ai dit non.
J'ai suggéré un café, un terrain neutre. Il a accepté. J'ai passé la nuit précédant notre rencontre à tout revoir avec Solène et Damien. Solène m'a préparé sur le plan juridique. L'offre de rachat, les conditions, le calendrier. Damien m'a préparé sur le plan émotionnel. Il a dit, ne le laisse pas te culpabiliser. Ne le laisse pas en faire une affaire de famille. C'est du business. Tu as construit cet endroit et tu sais ce qu'il vaut et ce qu'il faut pour le diriger. Ne l'oublie pas. J'ai aussi appelé Béatrice, qui était devenue une amie et une conseillère officieuse depuis qu'elle m'avait aidé à organiser mes dîners éphémères. Elle avait 20 ans d'expérience dans la restauration et un détecteur de mensonges qui pouvait capter une fausse promesse à 3 codes postaux de distance. Elle a dit, Antoine, la seule chose que tu dois te rappeler demain, c'est que tu es en position de force et il n'a rien. Tu n'as pas besoin de Fuego, mais Fuego a besoin de toi. C'est toute la conversation. Le matin de la réunion, j'ai mis une chemise propre, je me suis préparé un bon petit déjeuner et je suis allé au café. Je suis arrivé 15 minutes en avance parce qu'Henri disait toujours, si tu es à l'heure, tu es en retard. J'ai commandé un café noir, je me suis assis dans une banquette d'angle et j'ai attendu. Clément est entré avec 12 minutes de retard, l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Ses vêtements étaient froissés. Il y avait ce qui semblait être une tache de sauce piquante sur son col. Il s'est assis en face de moi, et pour la première fois peut-être de ma vie, mon grand frère m'a regardé sans une once de cette assurance facile. Il avait l'air effrayé. Il a dit, Antoine, j'ai besoin de ton aide. Et j'ai répondu, je sais. Alors, parlons de la façon dont ça va se passer. Clément a commencé à parler avant même que la serveuse ne lui apporte de l'eau. Tout est sorti de lui comme si un barrage cédait. Le restaurant perdait de l'argent à flot. Le personnel démissionnait à tour de bras. Le fournisseur de viande les avait mis en paiement comptant uniquement. 2 avis en ligne avaient appelé les services d'hygiène. Il avait essayé d'embaucher un nouveau chef de cuisine, mais personne de qualifié ne voulait du poste car le bruit courait dans le milieu de la restauration de Lyon que Fuego était un navire en perdition. Il a dit qu'il avait à peine dormi depuis 3 semaines, et qu'il avait perdu 4 kilos, ce qui pour Clément était significatif car cet homme traite les repas comme un sport de compétition. Je l'ai laissé parler. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas hoché la tête avec sympathie. J'ai juste siroté mon café et écouté, de la même manière qu'Henri écoutait quand un fournisseur essayait de le sous-estimer. Silencieux. Patient. Laissant l'autre personne remplir le silence avec tout ce que vous avez besoin de savoir. Quand Clément a finalement manqué de souffle, il m'a regardé et a dit, je ne savais pas que c'était si difficile. Je pensais, je ne sais pas. Je pensais que ça tournait un peu tout seul. Je vais vous donner un moment pour apprécier cette phrase. Il pensait qu'un restaurant de 2 millions d'euros tournait tout seul. Comme un robot aspirateur. Comme si on appuyait sur un interrupteur et la nourriture apparaissait et l'argent coulait à flot. C'est ce qui arrive quand on passe sa vie à regarder quelqu'un d'autre faire le travail et à supposer que le travail n'est pas si compliqué. J'ai dit, Clément, ça ne tourne pas tout seul. Ça tournait parce que je le faisais tourner. 80 heures par semaine, chaque semaine pendant 9 ans. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, alors, tu vas revenir. Et c'est là que la conversation a basculé. J'ai dit, non. Je ne reviens pas. Son visage s'est décomposé. Vraiment décomposé. Comme un sac en papier qu'on froisse. Il a dit, Antoine, s'il te plaît. Je suis en train de me noyer. Maman dit que tu es têtu, mais je te le dis, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas toi. J'ai dit, tu as raison. Tu n'es pas moi. Et c'est pourquoi je ne reviendrai pas travailler dans un système où je fais tout et tu obtiens un crédit égal. C'est fini. Ce que je suis prêt à faire, c'est racheter ta part de l'entreprise. J'ai fait glisser la proposition de Solène sur la table. Il l'a prise et j'ai regardé ses yeux parcourir les chiffres. L'offre était juste, plus que juste en fait, étant donné à quel point il avait endommagé l'entreprise. Elle était basée sur la valorisation actuelle de Fuego, pas sur son pic, ce qui signifiait que les 50% de Clément valaient considérablement moins qu'ils ne l'auraient été quand Henri était en vie. Mais c'était quand même une somme d'argent importante, plus que ce que Clément n'avait jamais eu dans sa vie. Il a dit, c'est moins de la moitié de ce que le restaurant valait avant.
J'ai dit, c'est parce que le restaurant vaut moins de la moitié de ce qu'il valait avant. C'est toi qui as fait ça, pas moi. Je t'offre un prix juste pour ce qui existe aujourd'hui, pas ce qui existait il y a 6 mois. Il est redevenu silencieux. Je pouvais le voir faire le calcul, ce qui était probablement une nouvelle expérience pour lui. Puis il a dit, maman va péter un câble. J'ai dit, maman peut ressentir ce qu'elle veut à ce sujet. C'est entre toi et moi. C'est du business. Nous sommes restés assis là pendant un moment. Clément fixait la proposition. Je fixais mon café. Un serveur a fait tomber un plateau de verre quelque part derrière nous, et aucun de nous n'a bronché, ce qui vous montre à quel point nous étions tous les deux plongés dans nos pensées. Finalement, Clément a levé les yeux et a dit, si je signe ça, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne m'attendais pas à cette question, et elle m'a pris au dépourvu. Pas les mots, mais la vulnérabilité derrière eux. Pour la première fois de ma vie, peut-être, Clément ne jouait pas la comédie. Il ne charmait pas pour s'en sortir ou ne déviait pas avec humour. Il était assis en face de moi, terrifié, admettant qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire de lui-même. J'ai dit, Clément, tu prends l'argent et tu te débrouilles. De la même manière que je me suis débrouillé toute ma vie. Sauf que tu auras une longueur d'avance parce que tu auras de l'argent et 0 obligation. Il a signé les papiers 3 jours plus tard. Solène s'est occupée du transfert. C'était propre, légal et définitif. Je suis devenu le seul propriétaire de Fuego. Maintenant, c'est la partie où vous pourriez vous attendre à ce que je revienne en grande pompe, que je raccroche l'enseigne originale d'Henri, et que je restaure tout comme avant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis entré chez Fuego le jour après la finalisation des papiers. Je me suis tenu dans la cuisine, la même cuisine où j'avais passé 9 ans de ma vie, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. La paix. Pas l'excitation. Pas le triomphe. La paix. Parce que je savais ce que j'allais faire ensuite, et ce n'était pas ce que quiconque attendait. J'ai convoqué une réunion du personnel. Émile, Valérie, l'équipe restante qui avait tenu le coup pendant le règne de chaos de Clément. Je leur ai dit la vérité. J'ai dit, je vais vendre le bâtiment et le nom Fuego, mais j'ouvre un nouveau restaurant, mon restaurant, et chacun d'entre vous y a un poste si vous le voulez. Émile a dit, comment vas-tu l'appeler? J'ai dit, chez Henri. La pièce est devenue silencieuse, puis Valérie s'est mise à pleurer, et puis Émile a fait semblant de ne pas pleurer, ce qui n'était pas convaincant car l'homme mesure 1,90 m et ses yeux étaient de la couleur de tomates mûres. Je leur ai parlé de Sylvain et de Cornerstone, de l'investissement, de l'emplacement que j'avais déjà repéré, un magnifique bâtiment indépendant près des quais avec une terrasse qu'Henri aurait adoré. Je leur ai dit que le menu honorerait tout ce qu'Henri m'avait appris tout en explorant de nouveaux territoires. Le meilleur de l'ancien est le début de quelque chose de nouveau. La vente du bâtiment et de la marque de Fuego s'est faite en 6 semaines. L'acheteur était un groupe de restauration qui voulait l'emplacement, et ils ont payé un prix qui, combiné à l'investissement de Sylvain, m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Chez Henri a ouvert 4 mois plus tard. J'ai conçu le menu moi-même. J'ai gardé la birria parce qu'on ne touche pas à la perfection, et j'ai ajouté les tacos fusion coréen-mexicain et le barbacoa d'agneau fumé et une trentaine d'autres plats qui représentaient tout ce que j'avais appris et tout ce que je voulais devenir. Thierry, le même artiste qui avait peint l'enseigne originale de Fuego, a peint notre nouvelle enseigne. Elle est magnifique. Henri l'aurait adorée. Le soir de l'ouverture, nous avions une file d'attente qui faisait le tour du pâté de maison. Béatrice était là. Damien était là en veste de sport, ce qui, je suis presque sûr, était une première. Sylvain se tenait dans un coin, souriant comme un oncle fier. Émile dirigeait la cuisine comme un maestro. Valérie dirigeait la salle comme si elle était née pour ça, ce qui était le cas. Mon père est venu. Il est entré, a regardé autour de lui, a regardé l'enseigne, et m'a regardé. Il n'a pas dit grand-chose parce qu'il ne le fait jamais, mais il m'a serré dans ses bras, et il a tenu un peu plus longtemps que d'habitude, et il a dit, ton grand-père serait fier. C'était suffisant. Ma mère est venue aussi, environ une semaine plus tard. Nous avons eu une conversation qui était attendue depuis longtemps. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas dramatique. C'étaient 2 personnes assises à une table, honnêtes l'une envers l'autre pour peut-être la première fois. Elle a admis qu'elle avait toujours favorisé Clément parce qu'elle s'inquiétait plus pour lui. Elle a dit qu'elle me tenait pour acquis parce que j'étais toujours capable.
Je lui ai dit qu'être tenu pour acquis était le compliment le plus solitaire au monde. Elle a pleuré. J'ai failli pleurer. On y travaille. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel, et le réel vaut mieux que le parfait. Clément, eh bien, Clément a pris l'argent du rachat et a fait quelque chose de surprenant. Il s'est inscrit à une formation en gestion hôtelière dans un IUT. Il m'a appelé il y a quelques semaines et a dit qu'il voulait comprendre ce que j'avais fait toutes ces années. Il a dit qu'il était désolé, pas de manière dramatique, mais de la manière discrète qui signifie que quelqu'un a vraiment réfléchi à ce qu'il a fait. Je lui ai dit que j'appréciais. Je lui ai dit que quand il finirait la formation, s'il voulait un jour apprendre le métier pour de vrai, ma porte était ouverte. Pas en tant que copropriétaire. Pas en tant que patron. En tant que famille. Chez Henri vient de passer le cap des 6 mois. Nous sommes complets 3 semaines à l'avance. Le chiffre d'affaires est en passe de battre la meilleure année de Fuego, et nous n'avons même pas encore atteint notre vitesse de croisière. Je me lève toujours à 4 heures du matin, mais maintenant c'est parce que je le veux, pas parce que je le dois. J'entre dans ma cuisine, je noue mon tablier, et je cuisine. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est qui j'ai toujours été. Il y a une photo sur le mur près de l'accueil. C'est moi et Henri debout devant le camion de restauration original en 1999. J'ai environ 3 ans, assis sur ce seau renversé, et il a une spatule dans une main et le plus grand sourire que vous ayez jamais vu. Chaque fois que je passe devant, je dis la même chose à voix basse. On l'a fait, le vieux. On l'a fait. Commentaire, ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire, c'est cette force tranquille qu'on gagne quand on décide enfin de respecter sa propre valeur. J'ai compris qu'il n'est pas égoïste de poser ses limites, surtout après s'être donné sans compter pendant des années. Parfois, la plus belle responsabilité que nous ayons est de choisir notre paix intérieure plutôt que de continuer à tout porter seul. Se reconstruire après une grande déception demande du courage, mais cela ouvre la voie à une vie plus authentique. La gentillesse envers soi-même reste essentielle si nous voulons aller de l'avant. Beaucoup d'entre vous me disent traverser des situations où leur loyauté n'est pas réciproque. Je vous encourage à réfléchir calmement à ce qui vous apporte de la sérénité et à oser la protéger. Choisir la paix n'est jamais une défaite, c'est souvent le début d'une renaissance. Prenez le temps de cultiver l'estime de soi, car elle est le fondement de tout le reste. Et souvenez-vous que vous avez en vous la force de construire votre propre chemin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.